je vais plus, alors peut-être qu'on est samedi matin aussi, mais je vais plus, comment dire, faire des choses. Bon, là, il faut que je finisse le programme, même s'il n'y a pas de bac, parce que vous avez besoin d'avoir des ressources, des notions, etc., qui, voilà, qui vous seront utiles tout le temps. Mais c'est clair que si vous êtes que la moitié de la classe, dans ces cas-là, j'irai plus, voilà, faire des choses qui vous intéressent vraiment personnellement. Par exemple, vous voyez, vous m'envoyez un petit mail, vous dites voilà, madame, on s'est concerté, on aimerait bien que vous fassiez une séance là-dessus, etc. Voilà. Alors là, je vous ai dit, par contre, là, les 10 jours à venir, surtout qu'il y a une séance qui a sauté. On va donc aujourd'hui, on va terminer le chapitre sur le Sahara. Et puis j'ai pris 2 copies d'élèves anonymes, il n'y a pas le nom, hein, sur la gouvernance pour voir un peu avec vous ce qu'on peut faire pour améliorer la forme, le style, etc. Et puis à partir de mardi, donc on aura 3 séances, il nous restera 3 séances sur la France. Voilà. Alors, attendez, Madame? là, je suis en train d'en admettre encore quelques-uns. Vous avez des questions sinon? Oui, madame. Dites-moi. Au dernier cours, vous m'aviez demandé Oui, pour un sondage. oui, En fait, je l'avais déjà fait, mais juste je l'avais oublié. oui. Il y avait eu 25 votes. Pourquoi? C'était pour une classe d'histoire géo orientée post-bac, enfin pour après. Enfin, voilà. D'accord. Et les autres? Il y a eu, et donc il y a eu 25 votes, 21 oui et 4 non. D'accord, très bien. D'accord. De toute façon, je vais voir aussi en fonction de votre présence. Parce que, Mm. voilà, maintenant, j'imagine que peut-être que vous préparez déjà, je sais pas, vous allez avoir peut-être des entretiens, des je sais pas quoi, enfin bon. Alors, on reprend donc le. Madame, Oui, bonjour, c'est Camille. bonjour. Ah, je pensais que vous aviez une question. Moi, est-ce que vous allez bien sinon, à part ça? Ça va, ça va, ça Vous êtes content du déconfinement? Vous sortez un peu plus? va. Moi, je suis en Bretagne avec la mer, ça se passe super bien. Ah, c'est génial ça. Ah, dis donc, profitez-en alors. Et il y en a qui ont eu des nouvelles de Parcoursup. Vous étiez la dernière fois, vous étiez la moitié à avoir Ah, vos, comment dire, des résultats. L'autre moitié, ils sont en liste d'attente, ils auront quand des réponses? Est-ce que parmi les élèves qui n'ont pas eu de réponse, on leur a dit quand est-ce qu'ils auraient une réponse pour autre chose? Bah, Non? principe de la liste d'attente, c'est qu'on sait pas vraiment, non, je pense. Mais il n'y a pas une date qui est indiquée quand même? On ne dit pas, voilà, je sais pas, Bah non, mi-juillet, vous parce que saurez quelque chose? c'est en fonction des personnes qui refusent, etc. Et ça se fait automatiquement. Oui, mais ce qui se passe, c'est que normalement, il y a, enfin, pas normalement, mais il y a mi-juillet, il y a déjà comment dire, et puis ensuite, il y a septembre. Là, septembre, c'est plus problématique, quoi, Ouais, parce que vraiment, on est c'est sur, vrai. voilà. Et il y en a qui, donc, et vous êtes combien alors à peu près à attendre dans la classe sur les 35? Est-ce il y en a combien qui ont eu leurs résultats? La moitié à peu près? Je pense qu'on est pas mal à avoir eu nos résultats. Ouais, Ah, on est oui, beaucoup mais à avoir eu résultat, je veux dire, de ce que un vous vouliez truc. Je faire. pense qu'on est la majorité à avoir eu des résultats, je pense. Oui, Ah, voilà. d'accord, très Bah, bien. si c'était le vœu qu'on voulait principalement, ça peut D'accord, très bien. dépendre, Et hein. vous avez demandé Ouais. dans les autres terminales, c'est pareil? Ou c'est un peu différent pour vous? Aucune idée. Vous savez pas? Bah, Ah, je sinon, pense que la majorité, en fait, des personnes ont été en liste d'attente au début, mais que ouais. ça s'est quand même libéré assez rapidement. D'accord, je vois, je Ah, comprends, donc, je comprends. D'accord, très bien. Mais voilà. c'est pas trop anxiogène donc d'attendre parce que ça Bah, va. on se doute, enfin, je pense qu'on se doutait qu'on allait être en liste d'attente, mais voilà, D'accord. ça part vite, en fait. D'accord, très bien, très bien. Alors vous savez comment ça fonctionne le bac? Votre prof principal a dû vous le dire cette année. En fait, on doit, comment dire? On va mettre nous-mêmes, du coup, c'est pas les professeurs qui auront eu votre copie puisqu'il n'y a pas de copie cette année. C'est donc le professeur qui vous ont eu, qui doivent faire la moyenne des 2 trimestres seulement, du 1er et 2e trimestre, en arrondissant la note au-dessus. Attends, excusez-moi, j'ai pas beaucoup de batterie, j'arrive tout de suite. Excuse-moi, voilà, je suis de retour. Pardon, j'étais allée chercher ma batterie. Donc, juste pour vous dire, avant qu'on reprenne, donc du coup, ça arrondit. Donc, du coup, comme vous avez fait cette année, même s'il y a eu des coefficients différents, beaucoup de travaux à la maison, d'exposés, de choses comme ça, du coup, vous avez quand même des bonnes moyennes. Moi, ça fait des années que je n'avais pas eu, voilà, parce que plus les années passent, plus je donne de travail à la maison à faire aux élèves. Et du coup, vous avez une bonne moyenne. Donc, je ne sais pas, elle doit être 12,5 après la moyenne de la classe, avec des très bonnes notes. Donc, alors évidemment, vous auriez pu avoir un 20 pour certains que vous
n'aurait pas, parce que voilà, on ne peut pas avoir 20 tout le temps, alors qu'on peut avoir une fois au bac un 20. Donc peut-être que pour 2-3 élèves, voilà. Mais dans l'ensemble, c'est voilà, et c'est quand même coefficient 3, donc c'est pas négligeable. Alors, on reprend donc comment dire, le chapitre sur le Sahara. Alors, je m'étais arrêtée, alors comme d'habitude, j'essaie de le mettre en plein écran. Donc, je vous ai expliqué que alors, attendez, il y a Solal qui arrive là. Donc, je vous ai expliqué que le Sahara avait été longtemps considéré comme un espace vide et un peu de transition, et que depuis une cinquantaine d'années, il devenait à nouveau l'objet de toutes les attentions parce qu'il avait des ressources et que ses contraintes étaient maîtrisées. Alors nous, on avait vu, je vous mettrai le diaporama, évidemment, je mettrai le cours aussi, j'imagine que vous ne le lirez pas, mais au moins je vous mettrai le diaporama avec les titres complets, comme ça, voilà, vous aurez voilà, des petites idées là-dessus. Là, j'ai lu que j'ai lu dans un article du Monde que le chef de Al-Qaïda au Maghreb islamique avait été arrêté. Donc, vous voyez que vous ayez quand même 2-3 notions sur cet espace de tension géopolitique, c'est important. On a vu ensuite donc que le découpage des frontières s'était fait de manière un peu aléatoire au moment de la conférence de Berlin, quand l'Angleterre et la France étaient partagées l'Afrique, et que ces frontières n'avaient pas été remises en question par la décolonisation. Donc la première partie, c'était sur les contraintes et les ressources. La deuxième partie, on venait de commencer, c'était sur le fait que c'est un espace qui est parcouru, c'est un espace de circulation, c'est un espace de flux. D'accord? Donc, je vous avais dit qu'il y avait 10 États en tout, qu'au nord, c'était des États qu'on pouvait considérer comme plutôt solides, essentiellement le Maghreb, l'Égypte et la Libye, même s'ils avaient été traversés, enfin secoués par les printemps arabes. Et puis, alors qu'au sud, c'est des espaces plus de nomades, pardon, excusez-moi, moins structurés sur le plan étatique et donc plus instables. Ce que je vous ai dit aussi, c'est qu'au nord, il y avait des populations nomades, voilà, par exemple les Maures, les Touaregs, etc., alors qu'au sud, ils sont plutôt sédentaires. D'accord? Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est quels sont les flux donc, qui les parcourent. Alors, on avait vu déjà qu'il y avait des flux illicites. Et là, donc, il y a une autre carte qui indique les différents flux. Alors, je vous écoute, regardez cette carte. Donc, isoïde, ça veut dire précipitation. Hein. Et 200 mm, c'est donc, ça fait donc 2 mètres maximum par an. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme type de flux qui apparaissent ici? Alors, je vous écoute. Alors, regardez le plan de la légende. Des flux migratoires. Des flux Voilà, migratoires. des flux migratoires, hein, exactement. Des flux migratoires. Et ce qui est intéressant, c'est que ces flux migratoires, donc la direction, bien sûr, c'est sud-nord, et qu'ils ne vont pas directement vers l'Union européenne tout de suite. Hein. Ils passent par d'autres espaces, dont le nord du Maghreb peut être une halte. Hein. Souvent, c'est des flux qui viennent d'Afrique subsaharienne, qui traversent le Sahara, qui font une halte en Afrique du Nord, et puis après, qui repartent vers l'Union européenne. Donc, on a des flux migratoires. Et puis, on a aussi ces flux, sont surveillés. Donc, on vous dit zone de surveillance maritime Frontex de l'Union européenne, d'accord? Et il y a des espaces qui sont plus ou moins surveillés. Est-ce que vous pouvez les localiser? Parce que régulièrement, on entend dans les informations, voilà, qu'il s'est passé telle ou telle chose. Ah, excusez-moi, il y a Luna, qui arrive. Alors, regardez la légende, zone de surveillance. Ça correspond pour 2 lieux, ça doit vous parler. L'île de Lampedusa en Italie, Oui. là, qui sert de point de passage pour les migrants. Tout à fait, absolument. Hein, et on entend régulièrement que c'était une embarcation de misère et que du coup, les 300 personnes qui étaient dedans sont morts, ou alors qu'en arrivant à la frontière italienne ou là, dernièrement, il y avait eu en Grèce, hein, vous avez entendu parler peut-être. Donc, ils sont refoulés et jetés de leurs embarcations, etc. etc. Donc, l'île de Lampedusa en Italie est vraiment un lieu comment dire, transitionnel entre cette Afrique et puis
l'Union européenne. Et puis, vous avez aussi le détroit de Gibraltar, hein, vous voyez, Ceuta au Maroc, donc c'est une petite enclave. Il y a 14 kilomètres qui sépare Ceuta au Maroc de l'extrême sud de l'Espagne. Et donc, là aussi, hein, c'est un espace surveillé, contrôlé. Alors, j'en profite pour vous dire quelque chose aussi par rapport au nord de l'Union européenne. On entend aussi souvent parler des migrants qui traversent l'Europe et puis ensuite de la France à Calais, cherchent à aller en Angleterre. Là aussi, hein, c'est des zones bien sûr extrêmement surveillées. D'ailleurs, il y a un film qui est sorti il y a une dizaine d'années qui s'appelle Welcome. C'est l'histoire d'un Kurde qui fuit les conflits et qui traverse toute l'Europe, donc il paye des passeurs à chaque fois. Et à un moment, il s'entraîne pour aller dans un camion pour passer la frontière, donc c'est avec des sacs plastiques, etc. Et puis, il n'y arrive pas, donc il décide d'apprendre à nager pour traverser la Manche, je ne sais plus combien de kilomètres. Hein. Sauf que voilà, c'est pas la même mer en termes de température. Et en arrivant, genre, il a fait je sais pas combien de kilomètres, en arrivant à quelques centaines de mètres des côtes de la Grande-Bretagne, malheureusement, à la fin, il meurt. Donc, je ferme la parenthèse là-dessus. Voilà, donc des flux sud-nord. Et puis, vous avez aussi… alors, attendez, est-ce que c'est sur le document qui suit? Pardon, je vais regarder. Oui, c'est ça. Vous avez ensuite… alors, elle n'est pas forcément très bien faite, cette carte, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses, peut-être un peu touffues. Et puis, vous avez d'autres types de flux qui ne sont pas que sud-nord, avec des lieux relais où ces flux circulent. Alors, quels sont-ils? Quelle direction prennent-ils? Qu'est-ce qu'ils financent? Voilà, voilà, je vous laisse regarder la carte et dites-moi alors. Donc, les flux migratoires, c'est des flux qui sont liés à la volonté soit des réfugiés politiques ou de fuir des dictatures ou des guerres civiles, etc. Et puis aussi des raisons économiques, bien sûr. Hein. Dans des conditions qui sont catastrophiques. Souvent, les individus économisent pendant je ne sais pas combien de temps, voilà, une petite somme d'argent pour trouver des passeurs et traverser le Sahara en camion ou autre. Et puis, ils arrivent, on les dépouille de tout et il y a des camps d'attente et c'est voilà, terrible. Là, qu'est-ce que vous avez comme type de flux? Donc là, c'est du trafic de stupéfiants, principalement. Oui, tout à fait. Alors, il faut que vous sachiez que 15%, alors c'est un petit chiffre comme ça qui va vous parler, que 15% du trafic de cocaïne dans le monde passe par le Sahara. Alors, en même temps, vous allez dire c'est que 15%. Mais par rapport aux habitants, il y a 10 millions d'habitants au Sahara. Dans le monde, il y a 7 milliards, donc 15%, c'est énormissime. Hein, c'est énormissime. Donc, effectivement, des trafics de stupéfiants. Alors, quel sens ils prennent ces flux, pardon, excusez-moi. Quelle direction prennent-ils? Et à quoi servent-ils? Vers l'Europe et l'Asie, donc vers les pays du Nord. Alors, oui, tout à fait. Il y a l'Europe et l'Asie, tout à fait. Alors, vous voyez, vous avez tout. Hein. Vous avez héroïne, marijuana, cocaïne, hashish. Il y en a qui sont plus ou moins, on va dire, graves, si je puis dire. Donc, effectivement, ça prend essentiellement la direction de l'Europe. Mais souvent, ces flux sont symétriques à d'autres flux. Regardez la carte. Regardez la carte, la légende, pardon, en dessous, trafic international de stupéfiants. Elle sert à quoi cette drogue? Plutôt l'argent de la drogue, sert à quoi? Finance les États. Alors, elle permet aux États, comment dire, bancals ou faillis, on appelle les États faillis, effectivement de se financer, corruption, etc. Mais pas seulement. Alors, vous voyez aussi blanchiment d'argent, être humain, proxénétisme, travail forcé, etc. Alors, il y a effectivement de trafic de femmes, etc. Bon, il y a aussi même le trafic d'organes, d'ailleurs, depuis, je ne sais plus, 15-20 ans à peu près. Alors, ces flux… Pardon, excusez-moi, je vous ai interrompu. Il y a les gens qui indiquent qu'il y a des pays aussi où on consomme également les produits illicites. C'est-à-dire? Pays où la consommation est équiparable à un État européen. C'est par rapport aux stupéfiants aussi, non? Oui, c'est par rapport aux stupéfiants, mais ces stupéfiants, alors, soit ils permettent à l'économie du pays d'avancer. Par exemple, on dit que 7% du PIB du Maroc vient de sa vente de hashish,
Donc ça, voilà. Voilà. Si les paysans n'avaient pas ces terres, ce serait un problématique pour eux. Hein. 7% du PIB, c'est ce que le tourisme rapporte en France, le tourisme. Vous voyez, donc c'est énorme ici. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y a des histoires de corruption ou autre. Et puis, dans certaines régions du Sahara, c'est aussi un moyen de financer les groupes djihadistes. C'est-à-dire que l'argent de la drogue sert à acheter des armes, sert à payer des mercenaires qui vont se mettre au service de djihadistes. D'accord? Et on a des lieux relais d'échange de ces armes contre la drogue. Par exemple, vous avez au Mali, alors ça apparaît pas là, mais c'est Tombouctou, peut-être que c'est un lieu qui vous dit quelque chose. En Algérie, vous avez Tamanrasset. Au Niger, vous avez… non, ça apparaît pas là. Est-ce que sur une autre carte, c'est plus… Ça apparaît peut-être ici. Oui, Tombouctou, vous l'avez, donc au Mali. Alors, je suis déjà passée à la partie 3, je vais revenir à avant, mais donc, je ne sais pas si vous voyez Tombouctou au Mali. Tamanrasset en Algérie, est-ce qu'il apparaît sur cette carte? Oui, tout à fait. Là, vous voyez, à un moment, c'est écrit Touareg en vert. Et vous avez donc Tamanrasset. Et puis un autre lieu aussi, Agadez au Niger, voyez. Et c'est dans ces lieux que se font des échanges, donc armes contre drogue. Et ce qui est donc paradoxal, c'est que finalement ces lieux, quelque part, contribuent à la mondialisation. Et c'est la mondialisation souterraine qui prospère grâce aux flux illicites. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a des flux qui sont aussi classiques. Alors, ils apparaissent peut-être pas ici. Oui, ils apparaissent pas ici, mais des flux nord-sud, de produits de consommation courante. Par exemple, pas moi, du carburant, de l'huile, des produits alimentaires, du bétail, etc., etc. D'accord? Mais effectivement, ce qu'il faut que vous reteniez de cette carte, c'est ces flux migratoires sud-nord et ces flux illicites de drogue qui permettent donc de financer des armes et qui permettent de financer aussi des groupes islamistes dont on va reparler un peu plus tard. Ce qui est intéressant aussi, c'est que beaucoup de populations qui n'arrivent pas à aller en Europe ensuite restent finalement au nord du désert parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver de financement, parce que, etc. Et c'est là que certains tombent dans des, comment dire, rencontrent des djihadistes, des islamistes. Alors, je ne fais pas de généralité en disant ça, et qui leur font miroiter, voilà, de l'argent, etc., etc. Et du coup, un peu livrés à eux-mêmes, certains, voilà, s'arment et rentrent dans les trous. Il faut que vous sachiez aussi, c'est que la Libye, qui est donc entre la Tunisie et l'Égypte, a eu pendant 30 ans, plus de 30 ans, un dictateur au pouvoir, Kadhafi, qui est venu au pouvoir à la fin des années 60 et puis qui est tombé avec les printemps arabes. Et ce dictateur, paradoxalement, comme beaucoup de dictatures, permettait aussi de tenir le pays. Et il n'y avait pas à ce moment-là trop d'islamisme. Et à partir du moment où il est tombé en 2011, il y a eu plusieurs factions un peu rivales qui se sont, on va dire, qui ont voulu s'approprier le contrôle du territoire, et certains qui ont embauché du coup des mercenaires du Mali ou d'autres pour les prendre à leur service. Donc, les événements du printemps arabe, qui ont quelque chose de positif, puisque l'objectif c'était d'établir des démocraties, etc., en 2011, ont eu des conséquences aussi dans l'aspect un peu chaotique de la région. Alors, dernière chose avant de passer au grand 3, ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est qu'au Sahara, ça va peut-être vous surprendre, mais il n'y a qu'un habitant sur 2 qui habite en ville. Enfin, non, pardon, voilà, c'est beaucoup en fait. On pourrait penser que ce n'est pas du tout urbanisé, etc. Mais au contraire, si. Donc, ça rejoint à peu près les chiffres voilà, de l'Afrique, à peu près un habitant sur 2. Et il y a 2 villes, alors du coup, je passe à la carte suivante, il y a 2 villes qui atteignent, il y a une ville, pardon, qui atteint presque le million. Alors, c'est Nouakchott. C'est 800 000 habitants. Alors, Nouakchott, alors comme c'est assez petit, là, je ne le projette pas sur… S'il y en a qui le voient… À gauche. Alors, donc à l'ouest, on dira, vous le voyez. Bon, je vous laisse la carte, de toute façon, vous avez le temps. Enfin, je vous laisse regarder la carte. Donc c'est presque 800 000 habitants. Puis je vous avais cité tout à l'heure Tamanrasset en Algérie. Oui, là, c'est beaucoup moins. c'est au niveau de la Mauritanie.
C'est à l'est de la Mauritanie. Nouakchott, ah oui, oui, pardon, en plus c'est presque sur la côte, oui, oui, tout à fait. Donc voilà, donc c'est une population qui est en partie, donc, enfin en moitié en tout cas urbaine, avec des villes relais, hein, qui sont pas seulement d'ailleurs des centres illicites, hein, d'échanges commerciaux, mais des échanges commerciaux, je vous ai dit, des produits, du bétail, etc., etc. Voilà. Alors, ce qu'on va voir maintenant, donc, vous avez donc compris qu'il y avait donc des contraintes, mais aussi des ressources. Vous avez compris que c'était un espace de flux, hein, donc des flux, comment dire, sud-nord, nord-sud, migratoires, illicites, de drogue, d'armes, voilà. Mais ce qu'on va voir maintenant, c'est que du coup, pour toutes ces raisons-là, c'est le Sahara un espace convoité et un espace de tension. D'accord? Donc, on va regarder ensemble ici quelles sont les principales tensions qui parcourent cet espace. Alors, des tensions qui sont liées, bien sûr, à la volonté de s'approprier, hein, les ressources dont on a parlé dans la première partie, et puis d'autres aussi qui sont plus récentes et qui sont plus géopolitiques. Alors, qu'est-ce que vous voyez comme tension? Donc, voilà, donc des tensions liées, voilà, on veut s'approprier l'uranium de tel pays, de les ressources, etc., pétrole ou autre. Bon, mais aussi, qu'est-ce qu'il y a comme autre tension? Et là, il faut faire un pont avec le cours qu'on avait fait sur le Moyen-Orient. Il y a toutes les zones qui sont contrôlées par les organisations terroristes. Exactement. Il y a, donc ça date de près d'une quinzaine d'années, parce qu'à l'AQMI, l'AQMI, ça veut dire Al-Qaïda au Maghreb islamique. Donc, il fait ses premières, on va dire, apparitions, ses premières armes en 2006-2007 à peu près. Donc, c'est antérieur au printemps arabe, hein, c'est pas lié. C'est juste que la déstabilisation des pays liés au printemps arabe, l'Égypte, hein, qui est à la fois un pays du Moyen-Orient, mais en même temps qui est situé en termes continental en Afrique. Voilà, il y avait le dictateur Moubarak, hein, qui était depuis plus de 30 ans au pouvoir, qui a dû partir, etc. Rappelez-vous la carte qu'on avait étudiée, pardon, sur les pays donc, qui avaient été touchés et ceux qui avaient été remplacés par des démocraties, ceux qui avaient été déstabilisés, etc. Donc, effectivement, alors Al-Qaïda, donc vous savez que c'est une organisation terroriste internationale qui existe depuis très longtemps, et elle s'est implantée donc au Maghreb, enfin, en Afrique du Nord. Et donc, cette organisation cherche à s'implanter et à contrôler des territoires et donc concurrence les États en place. Hein. Au Mali, par exemple. Hein, au Mali, il y a plusieurs organisations terroristes qui se disputent le pouvoir. Donc, vous voyez, la zone d'activité, c'est une grande partie du Sahara. Alors, pourquoi, en fait, il s'implante ici? Qu'est-ce qui le facilite? Et qu'est-ce qu'il explique? Qu'est-ce qu'il explique d'abord et qu'est-ce qu'il facilite? C'est difficile de les surveiller. Absolument. Absolument. Ils ont, c'est en raison de l'immensité, des problèmes climatiques, etc. Voilà, ils sont difficilement contrôlables. Donc, il y a cette raison-là. Et puis aussi, alors c'est lié. Les ressources font qu'ils pensent que voilà, c'est plus facile de se servir tranquillement en pétrole ou autre quand on est difficilement contrôlable. Et puis aussi pour certains États, dont les frontières sont anciennes, mais pas non plus stabilisées, même si elles ne sont pas remises en question, c'est plus facile d'avancer l'idée que voilà, le Mali, en réalité, ce n'est pas son espace géométriquement délimité, mais que les populations maliennes pourraient regrouper toutes les populations du Sahara, et donc un grand État islamique pourrait se mettre en place. Alors, ils se financent par la drogue, ça je vous ai dit. Ils se financent aussi par des enlèvements. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler, en France, par exemple, il y a, je ne sais plus maintenant, ça fait déjà quelques années, il y avait eu des enlèvements donc de Français. N'oubliez pas que ça a été français, ces pays, une partie Niger, Mali, etc., ont été français. Et donc, ce qu'ils revendiquent, c'est non seulement que la religion soit au centre et que l'application de la charia soit stricte, etc., mais aussi, l'islamisme, c'est aussi un rejet de la tutelle occidentale, même si elle est finie depuis 1960, commettre des attentats, chercher à s'affirmer, c'est un moyen aussi de dire qu'il y a une lutte contre l'impérialisme occidental et ses alliés, etc.
D'où les attentats contre des cibles françaises, des enlèvements aussi. N'oubliez pas qu'il y a des lycées français, hein, il y a encore des ambassades françaises, etc. dans ces pays. Et c'est pour ça que la France était intervenue au Mali 2012, je crois, voilà, pour essayer d'un peu de lutter contre ça. Donc on voit, vous voyez, dans la légende présente ou intervention militaire française. Alors, vous avez... donc ça, c'est de manière générale, hein. Je vous rappelle qu'on parlait de France-Afrique dans le passé pour parler de ces liens coloniaux entre la France, la métropole et les colonies. Et puis, ce qu'on appelle la diplomatie du cadeau, c'est-à-dire en gros, même si la colonisation est finie, tu me laisses ton puits de pétrole et puis moi, je te laisse pratiquer une administration corrompue, etc. C'est la Chine maintenant, hein, qui a pris le relais, mais ça n'empêche pas toujours des tensions. Alors, vous avez un petit schéma ici voilà, qui synthétise tout ça, donc révolution, guerre civile, etc. Bon, je vous laisse, de toute façon, je vais vous déposer après le diaporama. Alors, vous avez ensuite une carte, pardon, un texte, excusez-moi, donc je vous laisse le lire. Je vous laisse une minute pour le lire et puis on va un peu conclure là-dessus. Donc, allez-y. Allez-y. Ah, pardon, excusez-moi, allez-y. Alors, vous avez fini? Alors, quels sont les 3 types de lieux en conflit qui apparaissent ici? Alors, commencez par le plus simple, qui est pas lié à l'islamisme. Il y a juste une phrase dessus. Alors, je vous remontre une carte peut-être. Regardez la carte à l'ouest, extrême ouest, qui donne sur l'Atlantique. Qu'est-ce que vous voyez? Il y a des revendications frontalières Exactement. entre le Maroc Oui, entre le Maroc, allez-y. et le Sahara occidental. Exactement, parce que quand Franco est parti, donc le Sahara occidental était espagnol, quand Franco est parti en 1975, le Sahara occidental revendiquait son indépendance. Et donc, cette partie donc, du Sahara voudrait être indépendante et donc contre le Maroc et pas faire partie du Maroc. Donc, c'est une situation un peu instable, une sorte de semi-autonomie, mais c'est quand même en théorie toujours, il n'y a pas d'État, si vous voulez. Enfin, reconnu en tout cas à l'ONU, et en plus ils avaient trouvé des alliés avec l'Algérie, hein, qui soutenait cette velléité d'indépendance. En tout cas, le Maroc n'a pas reconnu, bien sûr. Donc déjà, vous voyez une tension, voilà, une région du Sahara qui souhaiterait être indépendante et qui se voit refuser cette indépendance. Deuxième type de tension qui apparaît dans le deuxième paragraphe aussi. Quelle est-elle? Là, je vous en ai déjà parlé un petit peu avant, mais ça concerne plus un pays. Alors, je prends la parole, peut-être que les idées vont venir après, c'est le Mali. Donc, je vous ai parlé du terrorisme, donc l'AQMI, et le Mali est en quelque sorte un peu dépecé, c'est-à-dire que différentes régions du Mali sont contrôlées par des organisations terroristes. Et alors là, je vais vous dire 2-3 éléments, mais je vais utiliser un vocabulaire un peu, on va dire, adapté, mais intéressant à retenir et intéressant, c'est les géographes qui l'utilisent. Ils parlent, donc certains politistes ou géographes parlent de tribalisation du politique pour qualifier cette situation au Sahara. Qu'est-ce que ça veut dire? Retenez-la, je la trouve très intéressante. Qu'est-ce qu'il y a comme mot dedans? Ça, vous ne la trouverez pas dans des anabacs ou je ne sais où. Les tribus, les factions. Oui, ça veut dire quoi donc?
C'est-à-dire qu'il y a des, comment ça s'appelle, il y a des groupes qui se créent à l'intérieur des gouvernements, etc. Pas du gouvernement, mais des États qui sont un peu en déliquescence et qui contrôlent les parties de territoire en s'organisant sous forme de tribus, parce que c'est comment dire, un héritage ancien. D'accord? Donc, comme si le pays était dépecé, mais comme un animal. Hein. Dépecé, ça veut dire découpé en morceaux, et chaque tribu cherche à s'attribuer une partie du territoire. Donc, retenez cette expression, tribalisation du politique, donc pour le Mali. Autre expression aussi, qu'on utilise, que je trouve très intéressante, c'est le gangstéro-djihadisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, c'est typique de cette région d'Afrique. Hein. On n'utilise pas ça pour parler du djihadisme au Moyen-Orient. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, gangstéro-djihadisme? Et les djihadistes qui se comportent comme un peu dans le Far West, etc., qui essayent Exactement. d'étendre leur... Exactement, très bien, c'est voilà, très clairement formulé. C'est-à-dire que, alors, rappelez-vous, hein, islamiste qui veut que l'islam soit au cœur que la charia soit appliquée, etc., et qui régisse même la vie juridique, hein, ça ne veut pas forcément dire violence pour ça. D'accord? Et djihadiste, c'est donc guerre sainte, c'est-à-dire placer la guerre sainte au centre du combat. Les deux ne sont pas tout à fait équivalents. Bien sûr, ils fonctionnent ensemble, ils ne sont pas tout à fait équivalents. En y plaçant l'adjectif de gangstéro-djihadiste, ça veut dire que, effectivement, les djihadistes se comportent comme des cow-boys, et comme c'est un espace peu contrôlé, c'est très facile pour eux, voilà, d'imposer leur loi, de prendre un territoire, de le contrôler par des trafics de drogue, de personnes, etc. Donc, gangstéro-djihadisme. Puis alors, une troisième expression aussi que je trouve très intéressante, et tout ça, en fait, c'est un numéro de la revue Histoire qui est sorti au moment où le nouveau programme du bac a eu lieu, donc 2012. Et voilà, il est vraiment très intéressant ce numéro. Et alors, enfin, troisième expression après gangstéro-djihadisme, après tribalisation du politique, c'est un peu plus géographique là. Il parle, les géographes, d'espace ethno-territorial criminalisé. Alors là, c'est plus complexe, c'est plus géographique. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Espace ethno-territorial criminalisé. Qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire? Alors, je reviens sur la carte peut-être aussi. Espace ethno-territorial criminalisé. C'est un peu proche de tribalisation du politique, c'est une autre manière de le situer. C'est des zones où il y a eu un rassemblement de personnes criminelles, on va dire. Non, oui, alors oui, c'est-à-dire qu'en fait, comme si chaque bout de territoire était tenu par une ethnie et qu'elle tenait ce territoire par le crime. Le crime, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas respectueux, comment dire, de l'individu, etc. Et qui joue en fait sur la mondialisation criminelle avec tous ces trafics dont on vient de parler. D'accord? Donc voilà, c'est un peu, peut-être un peu, mais voilà, c'est des expressions que je trouve intéressantes, voilà, qui peuvent aussi vous permettre d'avoir un peu des outils, des clés pour qualifier ces espaces, comment dire, de l'entre-deux, ces espaces un peu souterrains de la mondialisation. D'accord? Je les répète, hein, tribalisation du politique, gangstéro-djihadisme et espace ethno-territorial criminalisé. Alors, on va conclure juste une chose. On a parlé du Sahara occidental, on a parlé du Mali et des groupes islamistes qui voulaient s'imposer. Alors, il y a un autre État qui a été, comment dire, qui s'est sabordé. Il y a une guerre civile, c'est le Soudan. Alors, c'est bien parce que ma carte, elle est récente, je comprends pas pourquoi. Je vais voir si j'en ai pas une plus récente, où vous voyez du coup qu'il y a bien clairement deux États. Ah si, là, voilà, ça apparaît plus. C'est le Soudan. Regardez le Soudan. Donc là, c'est écrit Soudan. Mais en fait, en 2011, il y a eu une guerre entre le Soudan du Nord, qui était donc musulman, pardon, et le Soudan du Sud, qui était chrétien, donc les populations s'étaient réparties de cette manière. C'est une ancienne colonie anglaise, hein, le Soudan, et qui a été indépendante assez tard, en 1980. Et donc en 2011, guerre civile entre les deux, parce que pour des raisons religieuses, mais pour des raisons aussi, comment dire, liées aux ressources, puisqu'il y a beaucoup de ressources pétrolières dans le sud, mais que la richesse et les infrastructures sont au nord. D'accord? Et donc le Soudan, suite à cette guerre civile, ça aboutit à deux États.
Et donc, il y a un Soudan du Nord, donc on voit ici la frontière, donc un Soudan du Nord donc qui est chrétien, et un Soudan du Sud qui est musulman. Voilà, donc vous avez comme ça 3 types de tensions, de conflits donc au Sahara. Donc on a vu le Sahara occidental, les conflits liés aux aspects comment dire, au mouvement autonomiste djihadiste, et puis voilà, un exemple de conflit qui a débouché sur 2 États. Alors, oui, là, vous avez une carte qui montre les forces françaises en Afrique pour montrer quand même qu'il y a ce lien qui est toujours présent. Et puis là, oui, alors là aussi, on va conclure là-dessus. Alors, si on n'a pas le temps pour les copies, c'est pas grave. Je prendrai 10 minutes mardi avant de reprendre le cours sur la France pour, comment dire, pour voir avec vous les 2 copies que j'avais cernées pour voir avec vous les petites erreurs. Alors, on va conclure donc sur le Sahara. Si vous aviez eu le bac, vous auriez tout à fait pu tomber sur cette étude de doc-là. Il y a 2 documents qui résument vraiment parfaitement le chapitre. Donc, dans le premier, vous avez les ressources. Et puis, dans le deuxième, un texte de Michel Fouché, c'est un géographe spécialiste des frontières. Donc, pour les quelques élèves qui vont faire l'année prochaine une prépa commerciale ou une prépa littéraire, vous allez certainement en entendre parler. Et qui explique donc que le découpage est ancien, mais qu'au moment des indépendances, c'est resté les mêmes frontières, mais que ça ne correspondait pas du tout forcément aux populations. Et donc, du coup, comment dire, la consigne que vous auriez pu avoir pour ce document, c'est bien sûr, après avoir présenté les 2 documents, vous montrerez que que le Sahara est un espace riche en ressources, mais aussi en conflits, et vous critiquerez le document. Voilà. Donc, pour conclure, on peut donc dire que le Sahara, c'est un espace donc, qui a des richesses de son sol, de son sous-sol, qui n'est pas une barrière entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Le désert, au contraire, est un lien, et ça, vous voyez, c'est nouveau de qualifier le Sahara comme ça. Vous auriez eu un cours dessus il y a 40 ans, vous n'aurez pas parlé de cet aspect, comment dire, couture du Sahara. Le Sahara n'est pas une coupure, mais il est une couture. Alors ça aussi, je reprends une expression de Michel Fouché. Pas à propos du Sahara, mais à propos des frontières. C'est-à-dire qu'il tisse des liens entre l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud. Alors oui, juste, je ne suis pas revenue sur le plan, mais le plan, ça aurait été de ce commentaire de document, ça aurait été le même que le cours. Les contraintes, les flux qui sont moins visibles, et puis ensuite les tensions. Et en critique, vous auriez pu dire justement que voilà, il y a peu de flux, donc c'est un peu problématique. Et donc le Sahara est un lien donc entre ces deux Afriques. Comment dire, les tensions sont malheureusement multiples, et ça en fait un espace central de la mondialisation et la mondialisation illicite. Et pour rouvrir le sujet, ce que vous pouvez dire, c'est que ce n'est pas le Sahara qui est une barrière, c'est un autre espace plus au nord qui est une barrière. Laquelle? Celui qui a trouvé, on s'arrêtera là-dessus. La Méditerranée. Bravo, Fabien, vous avez le dernier mot. Absolument, la Méditerranée. Alors, on se laisse là, et donc on se retrouve mardi prochain pour séance sur la France. Soyez vite à vos camarades d'être présents. Je ne pense pas que c'est ennuyeux ce que je vous raconte. Vous apprenez plein de choses. Voilà. Donc à mardi prochain. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.